Waouh, les petits angoissés! Aujourd'hui, nous allons suivre l'histoire de Monsieur Noël. Va-t-il être toujours chanceux au point de déjouer à chaque fois les plans de la faucheuse? C'est ce que nous allons voir. C'est parti! À la cantine de la gare de Fontainebleau, Louis Noël se restaure avant de rentrer chez lui. Il est 8 heures du soir et nous sommes le 27 janvier 1936. Louis Noël, 32 ans, employé de l'entretien des voies, est le type même de l'homme sans histoire. Père de famille tranquille, bon caractère, toujours d'égale humeur, un peu effacé même. Aussi, quand Sylvain Prolier, un de ses collègues, vient le rejoindre à sa table, il s'étonne de sa mine anormalement soucieuse. « Eh bien, Louis, y a quelque chose qui ne va pas? C'est un de tes gosses qui est malade ?» Louis Noël fait non de la tête et ne répond pas tout de suite. C'est après avoir hésité un moment qu'il fait cette réponse incroyable. « Sylvain, j'ai peur. Je crois que quelqu'un me veut du mal. Je crois même qu'on veut me tuer. » Son collègue en reste sans voix et Louis Noël explique. « Cette semaine, j'ai fait plusieurs heures de nuit. Eh bien, il y a 5 jours, je me retrouvais sur la voie ferrée en pleine campagne. J'ai entendu des craquements du côté du ballast, comme si quelqu'un escaladait le talus. J'ai couru et j'ai vu une ombre qui s'enfuyait. » Sylvain Prolier hausse les épaules. « Et alors, ça prouve rien ? Attends, ce n'est pas fini. Hier aussi, j'étais d'entretien de nuit, dans un autre secteur, mais tout aussi désert. Et là encore, j'ai entendu cette fois, c'était un bruit plus léger, comme si on rampait. Alors j'ai eu vraiment peur. J'ai eu une idée, j'ai crié, comme si on était plusieurs. « Hé les gars, allons voir ce qui se passe !» Et aussitôt, j'ai entendu un bruit de cavalcade. Quelqu'un s'enfuyait en courant. Sylvain Prolier essaie de rassurer son collègue. « Tu te fais des idées, Louis. Ça prouve seulement que quelqu'un essayait de monter sur la voie, pas qu'on te volait du mal. » Mais Louis Noël secoue la tête d'un air lugubre. « Non, Sylvain. Celui qui cherchait à monter sur la voie ne viendrait pas justement à l'endroit où il y a un ouvrier. Tu sais comment on fait du bruit quand on marche là-haut, comme ça résonne. Il ne pouvait pas ne pas m'entendre. C'est donc moi qu'il cherchait. Il n'y a pas de doute. » Un peu impressionné, son camarade lui demande. « T'as un ennemi? Tu t'es disputé avec quelqu'un? » « Non, mais attends, c'est pas fini. Il y a ce qui s'est passé tout à l'heure. En fin d'après-midi, on a découvert qu'un feu de signalisation avait été brisé. C'était mon secteur. Normalement, c'est moi qui aurais dû y aller. Tu te rends compte? En pleine nuit. C'était un guet-apens, j'en suis sûr. Et qu'est-ce que t'as fait? J'ai demandé à Bernard Augier s'il voulait pas y aller à ma place, à charge de revanche. Mais à présent, je regrette. Il va lui arriver quelque chose. » Brusquement, il prend le bras de son camarade. « Sylvain, il se passe quelque chose, je te dis. J'ai l'impression que la mort rôde autour de moi. » Sylvain Prolier essaie de trouver de bonnes paroles pour l'apaiser, mais sa voix sonne faux. Ils restent ensemble une demi-heure encore quand un employé des chemins de fer fait irruption dans la cantine. C'est Bernard Augier. « Louis, t'avais raison. Quelqu'un a essayé de m'attaquer tout à l'heure. » Sans grande conviction, Sylvain Prolier demande. « Est-ce que tu te fais pas des idées ? » « Des idées, tu parles ? D'abord, le signal avait été saboté, ça c'est sûr. Ensuite, pendant que je réparais, j'ai entendu des pas derrière moi. Quand je me suis retourné, la personne avait disparu. » Louis Noël pousse un petit gémissement. Il essaie de dire quelque chose, mais il n'y arrive pas. Son visage s'est décomposé. Il est vert. Enfin, il parvient à articuler. « Il est parti quand il t'a vu. C'est à moi qu'il en voulait. Je vais y passer, je vous dis. » 5 février 1936. Charles Mijon, cultivateur près de Fontainebleau, rentre chez lui, au volant de sa camionnette. Il est 8 heures du soir. Soudain, non loin du village des Vieilles Maisons, il aperçoit quelque chose dans le faisceau de ses phares. Il s'arrête pile. C'est une bicyclette abandonnée au milieu de la route. Il descend, s'approche de l'engin. Il ne porte aucune trace d'accident, peut-être un ivrogne qui a perdu l'équilibre. Il ne doit pas être bien loin. Effectivement, à quelques mètres dans le fossé, un homme est allongé face contre terre. Le cultivateur lui tape sur l'épaule. « Allez mon gars, réveille-toi, je vais te ramener à la camionnette. » Mais l'homme ne répond pas. Subitement inquiet, Charles Mijon le retourne et pousse un cri d'horreur. L'homme porte une plaie béante à la tête. Pas de doute, il est mort. Le cultivateur remonte précipitamment dans sa camionnette pour prévenir les gendarmes qu'un inconnu a été tué sur sa bicyclette près des Vieilles Maisons. Un inconnu, car il est impossible de savoir à quoi ressemblait-il de son vivant.
Il n'a pratiquement plus de visage. Un quart d'heure plus tard, le commissaire Tessier de Fontainebleau, accompagné de plusieurs gendarmes, est sur les lieux. Lui n'a aucun mal à identifier la victime. Elle a ses papiers sur elle. Il s'agit de Louis Noël, l'employé des chemins de fer. Bien qu'il ne soit pas médecin légiste, le commissaire se rend immédiatement compte qu'il ne s'agit pas d'un accident, mais d'un crime. Il a trop l'habitude pour ne pas voir que ses blessures ont été faites par un revolver. Il compte 5 impacts de balles, 5 coups en pleine tête. Un assassinat sauvage qui ressemble à une exécution, à un règlement de compte. Le commissaire laisse ses hommes terminer leur rapport et il se rend à l'adresse du mort à Vieille Maison. Il va avoir la tâche pénible d'annoncer la nouvelle à la veuve. C'est peut-être ce qui lui est le plus déplaisant dans son métier de policier. Et de fait, c'est une scène d'une rare intensité dramatique qui attend le commissaire Tessier. Françoise Noël, l'épouse de la victime, est une petite femme brune un peu boulotte. Quand elle apprend la mort de son mari, malgré tous les ménagements qu'a employé le commissaire, elle pousse des hurlements, elle lance des sanglots déchirants. Ce n'est qu'au bout d'une dizaine de minutes qu'elle parvient enfin à se calmer et qu'elle demande au commissaire Tessier, d'une voix brisée, « Ce n'est pas un accident, n'est-ce pas? C'est un crime !» Le commissaire ne peut cacher sa surprise. Il avait annoncé le décès de Louis Noël sans préciser la cause. Malgré la douleur de Françoise Noël, ses réflexes professionnels reprennent le dessus. Il demande d'une voix pressante « Vous savez quelque chose? Il était menacé ?» Madame Noël a bien du mal à répondre à cet interrogatoire. Pourtant, entre les larmes, le commissaire parvient à saisir des bribes. « Depuis quelque temps, il n'était plus le même, il était toujours sombre. Une fois, il m'a dit « T'occupe pas, c'est des histoires d'hommes, et ça se règle entre hommes. » Dire que je ne le croyais pas? Le commissaire Tessier laisse la veuve à sa douleur. Après quelques dernières paroles de condoléances, il est tard, il reprendra son enquête demain matin. Plusieurs impressions se dégagent de ce qu'il a vu et entendu. A priori, il pourrait s'agir d'un crime passionnel. Il est classique, en effet, dans ce cas, que la veuve, complice du meurtrier, fasse état de mystérieuses menaces. Mais d'un autre côté, la brutalité même du crime fait penser à un travail de truand. Pour en avoir le cœur net, il faut attendre les premiers témoignages. Et ceux-ci arrivent dès le lendemain matin. Ils proviennent des collègues de la victime. Sylvain Prolier et Bernard Augier viennent trouver le commissaire. Ils font état devant lui des confidences de Louis Noël et du mystérieux attentat manqué du 27 janvier. Le commissaire entend préciser les choses. « Vous êtes certain qu'il se sentait menacé pour sa vie ?»« Absolument. Il a même dit textuellement « La mort rôde autour de moi ». Et cet incident du 27 janvier, il s'agissait bien d'un guet-apens ? Bernard Augier, qui avait failli être tué à la place de son camarade, est absolument affirmatif. L'homme s'est enfui quand il a vu qu'il ne s'agissait pas de Louis Noël. C'est à lui qu'on en voulait et pas à n'importe quel employé des chemins de fer. Le commissaire Tessier remercie les 2 témoins et continue son enquête à Vieille Maison. Il interroge les commerçants, les voisins. Cette histoire d'un mystérieux tueur qui était sur les traces de la victime depuis quelques mois est troublante, mais cela n'empêche pas d'explorer toutes les voies. S'il y a quelqu'un dans la vie de Madame Noël, dans une petite localité comme Vieille Maison, c'est une chose qui doit se savoir. Mais les témoignages sont unanimes. Cette pauvre Madame Noël, elle n'avait rien à se reprocher, ça c'est sûr. Elle travaille dur à Fontainebleau, en usine. Bien sûr, il y avait des collègues de son mari qui venaient de temps en temps chez eux, mais quand Louis était là. C'est pas de ce côté-là que vous trouverez quelque chose, monsieur le commissaire. Le commissaire Tessier commence effectivement à le croire, et cela ne lui plaît guère. En cette année 1936, les temps sont troublés. On parle de mystérieuses organisations secrètes, la cagoule et autres. Alors, ce qui, a priori, pouvait ne sembler qu'un banal crime passionnel, pourrait être une affaire d'une toute autre envergure et bien plus délicate. Le commissaire Tessier entame donc des recherches dans cette voie, mais sans le moindre résultat. 3 semaines après le drame, il en est toujours aux hypothèses. C'est alors qu'il reçoit un rapport d'un des inspecteurs qu'il a mis sur l'affaire et qu'il a chargé particulièrement de surveiller Françoise Noël. Un rapport très instructif qui le ramène subitement à des réalités bien plus terre-à-terre. J'ai suivi la femme Noël à la sortie de son usine. Elle était attendue par un autre ouvrier, un certain André Aymon. Ils ont bavardé ensemble en marchant et ils se sont quittés au bout d'un quart d'heure. Je dois vous dire qu'ils paraissaient assez liés. Le commissaire enregistre l'information comme un choc. Il a bien pris des renseignements sur la vie privée de Françoise Noël, mais uniquement à Vieille Maison.
Et si elle avait un amant à Fontainebleau, où elle travaille? Le commissaire a déjà fait une visite à l'usine. Il a interrogé le directeur sur la veuve de la victime. Celui-ci a donné de bons renseignements, 12 ans de maison et rien à signaler dans son travail. Mais on peut être une excellente employée et avoir une liaison. Le commissaire Tessier décide d'agir sans attendre. Il convoque cet André Aymon dans son bureau. C'est un jeune homme de 25 ans environ. Il est très blond, il porte une petite moustache, il a l'air d'un gamin qui a mal grandi. Sans être un aigle en psychologie, il est facile de voir qu'il est très impressionné et horriblement mal à l'aise. Le commissaire est décidé à profiter, sans attendre, de cet avantage. « Vous bavardez souvent avec Madame Noël à la sortie de l'usine ?»« Eh bien, c'est-à-dire, c'est depuis son malheur, vous comprenez ?»« Vous l'aimez bien, Madame Noël ?» Le jeune homme rougit, se trouble un peu. « Il n'y a pas de mal à ça. » Bien entendu qu'il n'y a pas de mal à être son amant non plus. Ce n'est pas un crime. André Aymon a une réaction violente qui contraste avec sa timidité précédente. « Vous n'avez pas le droit, c'est un mensonge !» Le commissaire Tessier marque un moment de silence. Cette fougue chez le jeune homme en dit long. Il a même du temps à comprendre, mais cette fois, il pense avoir trouvé. « Bien sûr que vous n'êtes pas son amant, puisqu'elle y avait mis une condition. Et cette condition, voulez-vous que je vous la dise ?» Le commissaire se tait de nouveau. Son vis-à-vis, la tête rentrée dans ses épaules, regardant ses souliers, ne dit rien non plus. Alors, dans un silence pesant, le commissaire Tessier énonce en articulant bien. Cette condition, c'était de tuer son mari. André Aymon est secoué d'un frisson involontaire. Il tente de se reprendre, de fixer le commissaire d'un regard impassible, mais c'est trop tard, son corps l'a trahi. Il s'effondre. « Je vous jure que je n'ai jamais touché Françoise, jamais. Elle ne voulait pas, et puis, il y a 3 mois, elle m'a dit qu'elle serait jamais ma maîtresse, mais ma femme. Pour cela, il fallait que je tue son mari. Je ne sais pas pourquoi, elle l'avait pris en horreur. Pourtant, à ce que j'ai appris, c'était un brave type. » Il marque un temps et continue. « Je voulais Françoise, alors j'ai fait ce qu'elle m'a dit. Personne ne me connaissait à Vieille Maison. À l'usine, personne ne s'est rendu compte de rien, et pour cause, il n'y a jamais rien eu entre nous. 2 fois, sur les indications de Françoise, je me suis rendue la nuit sur la voie où il travaillait. La première fois, le courage m'a manqué. La seconde fois, il n'était pas seul. La 3e fois, j'avais brisé un feu rouge, mais c'est pas lui qui est venu le réparer. Je m'en suis rendu compte au dernier moment. Le 5 février, Françoise m'a dit, en sortant du travail, à 7 heures, il rentre de la gare de Fontainebleau, jusqu'à Vieille Maison. Prends ta bicyclette, toi aussi. Tu ne peux pas le louper. Elle a ajouté, c'est la dernière chance que je te donne. Si tu la rates, c'est définitivement fini. Alors j'y étais. Malgré la nuit, je l'ai reconnu, je l'ai suivi de loin. J'ai attendu qu'il soit près de chez lui, j'ai accéléré l'allure. Quand je suis arrivé à sa hauteur, j'ai tiré à la tête, 5 fois, pour que ça ressemble à un règlement de compte, comme dans les films. André Aymon et Françoise Noël ont été condamnés à la même peine, 25 ans de prison. Les jurés ayant estimé que l'instigatrice du crime était aussi coupable que le meurtrier lui-même. Sans doute aussi n'ont-ils pas admis son déroutant mobile. Quand le président lui a demandé pourquoi elle haïssait son mari au point de le faire tuer par un homme qui n'était même pas son amant, elle a répondu simplement « Il était trop gentil ». Voilà, c'est la fin de cette histoire. Le pauvre Louis Noël n'aurait peut-être pas dû être trop gentil avec sa femme. Peut-être cela aurait-il changé son destin. Cela, personne ne le saura jamais. À bientôt les petits angoissés.